Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est l'émission du vendredi pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. On parle ce soir de l'autisme, c'est la journée, demain, journée internationale de l'autisme. On va parler de ces personnes malades, handicapées, il y a un vrai débat sémantique. Elles seraient 600 000, c'est très compliqué d'avoir un chiffre exact. On va revenir sur cette problématique importante, traitée ici en France, mais évidemment sur le plan international. C'est un vrai problème pour les familles, concernant notamment la prise en charge des enfants. Et puis un point noir, on y reviendra, c'est cette culpabilité qu'on a infligée aux mamans. On reviendra évidemment sur le modèle français basé sur la psychanalyse et ça pose évidemment un nombre de soucis incroyables parce que ça empêche de pouvoir s'ouvrir à d'autres expérimentations, notamment comportementales. Voilà, ça c'est une question importante et on va l'évoquer ce soir. Et puis on va s'intéresser au plan autiste, c'est ce troisième plan lancé par le gouvernement qui essaie de mettre en place des choses extrêmement concrètes, tant embaucher des professionnels que de permettre à ces enfants de trouver une place dans notre société. Et c'est pas toujours simple, on y reviendra, on essaiera de savoir aussi d'où vient cette maladie, parce qu'il y a presque autant de cas que d'autistes, c'est très particulier, c'est un mot un peu valise, on va essayer de s'y intéresser. Il y aurait des causes génétiques, mais aussi des causes exogènes, on en parlera avec nos invités dans quelques instants. lcp.fr, vous connaissez l'adresse, le JDD qui est notre partenaire, hashtag sévère pour les tweetos, et je vous remercie car vous êtes très nombreux chaque soir à tweeter, et puis notre page Facebook pour ceux qui voudraient prolonger notre émission. Ségolène Neuville, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur le plateau de la chaîne parlementaire. Vous êtes secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et de la lutte contre les discriminations. On parlera avec vous de ce troisième plan autisme. Alors il y a un travail de fond, puis il y a une campagne, on la verra dans quelques instants, en campagne télévisée, puis un vrai travail aussi sur Internet pour toucher un public jeune. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Gwendal Rouillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste du Morbihan. Alors vous venez très souvent sur notre plateau, ceux qui regardent l'émission vous connaissent pour parler de géopolitique, de défense, mais là vous venez nous parler d'un sujet sur lequel vous êtes très investi personnellement. Vous êtes le coprésident du groupe d'études autisme à l'Assemblée, que vous coprésidez avec Daniel Fasquelle, qui a d'ailleurs posé une question lors des questions au gouvernement. On vous écoutera évidemment sur tous les sujets qu'on va évoquer, évidemment la prise en charge, et puis la façon dont on traite ces enfants et ces adultes. Merci d'être là. Florent Chapelle, bonsoir. Vous êtes le porte-parole et ancien président du collectif Autisme. Vous êtes vous-même le père d'un enfant autiste, Galad. Il a 10 ans, c'est ça? C'est ça, oui. 10 ans. Et vous racontez dans votre livre, au-delà de votre expérience, c'est un livre d'enquête que vous avez réalisé avec Sophie Le Callennec, Autisme, la grande enquête, c'est un vrai travail sur la façon dont la France appréhende cette maladie, la question de la camisole chimique, il faudra qu'on en parle évidemment, et puis le traitement psychanalytique qui évidemment pose un certain nombre de problèmes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Joseph Chovanec, bonsoir. Bonsoir Joseph, je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau parce que vous êtes un personnage incroyable, vous êtes autiste, mais vous êtes aujourd'hui, j'allais dire, le porte-drapeau de l'autisme parce que vous faites une émission de radio, des chroniques sur Europe 1, et avec votre humour, votre façon d'être, eh bien vous racontez finalement votre vie de l'intérieur. Vous êtes un grand voyageur, vous êtes un érudit, vous connaissez beaucoup de langues, vous êtes surdoué, je mets des guillemets, voyage en autistan, chronique des carnets du monde, qui est la compilation de toutes ces chroniques que vous avez faites sur Europe 1. Ce livre va sortir dans quelques jours et il est sorti chez Plomb, évidemment en partenariat avec Europe 1. On vous écoutera dans quelques instants. Mais d'abord, regardez ce sujet parce que c'est vrai que c'est souvent une problématique lourde pour les familles. Regardez ce sujet de Marie Labatte. Elle a rencontré une maman, c'est une famille monoparentale. Elle a un enfant autiste et vous allez voir, elle rencontre un certain nombre de difficultés et bien tout simplement à l'élever, bien entendu, et à lui trouver des structures adaptées qui lui permettent, bien elle aussi, comme femme, d'avoir une vie normale. Regardez ce reportage. Tu t'assois? Regarde. Il est 8 h du matin à Gonesse, en banlieue parisienne. Cameron, 4 ans, prend son petit déjeuner. À l'heure où les autres enfants de deuxième section de maternelle se préparent pour l'école, lui devra attendre 9h15 pour les rejoindre, avec une AVS, une auxiliaire de vie scolaire. Car Cameron est autiste, c'est vers l'âge d'1 an et demi que sa mère, Magali, a commencé à avoir des doutes. Alors ça, c'est une photo de Cameron quand il a à peu près 6 mois. Il suit du regard, il est souriant, dès qu'on l'appelle, il réagit, quoi. Et puis vers l'âge d'1 an et demi, il a commencé à courir, mais... C'est-à-dire qu'il savait marcher, mais il se mettait à 4 pattes pour avancer. Il s'usait les bouts des doigts sur le stratifié, en fait. On avait la sensation qu'il ne ressentait pas la douleur.
Pourtant, autour d'elle, ses proches ont du mal à la croire. J'ai dit mon fils il doit être autiste. Je disais ça à mes amis, elles me disaient mais non, les garçons c'est plus lent à parler. Je dis oui mais c'est pas seulement la parole, il fait que courir toute la journée. Il joue pas avec les jouets, il prend les petites voitures et il tourne les roues. En décembre 2012, Magali décide donc dans le doute d'aller consulter la pédiatre qui suit Cameron depuis sa naissance. J'ai été voir la pédiatre et je lui dis là il y a un souci, Cameron il est différent. Et donc elle me dit oui c'est vrai que j'ai pas remarqué mais c'est vrai que les auscultations sont très difficiles, c'est même on fait preuve de force pour ouvrir sa bouche, pour regarder sa gorge, pour regarder ses oreilles. Il fallait toujours le bloquer en fait, ce qui était encore plus traumatisant pour lui. Mais Magali devra attendre 6 mois supplémentaires, un rendez-vous avec l'hôpital de Gonesse pour que le diagnostic tombe enfin. Ça veut rien dire, trouble envahissant du développement. Parce que vous dites c'est pas grave d'avoir des troubles envahissants du développement, ça me fait pas spécialement peur d'entendre ça. Tandis que trouble du spectre autistique, là ça fait peur en fait. Ça voulait dire la même chose. C'est simplement qu'on prend des pincettes pour vous annoncer les choses en fait. Pour autant, rien ne devient plus simple. Cameron doit attendre 2 ans pour obtenir une place en hôpital spécialisé de jour, par exemple. Magali ne se sent pas soutenue, encore moins accompagnée. Quant aux causes de l'autisme de Cameron, pour elle, elles sont dues aux antibiotiques et aux vaccins qu'il prenait bébé. On y va ? Oui, on y va. La journée de l'enfant est rythmée pour le sécuriser. Chaque matin, Magali se rend donc à l'école maternelle en voiture, car elle sait que Cameron est imprévisible. Une crise est très vite arrivée. Alors c'est le petit rituel, hein. Il fait le tour et revient. Cameron va à l'école 6h45 par semaine. C'est 2 fois moins longtemps que les autres enfants de son âge avec cet handicap. On ne peut pas l'accueillir avant, ce qui est vraiment très douloureux pour moi. D'autant plus que quand il arrive, tous les enfants sont déjà installés, que lui, il fait les rituels comme les autres, mais c'est en décalé. Donc en fait, je pense qu'il n'est pas idiot et qu'il sait on fait une différence en fait entre lui et les autres. Angoissée et peu sécurisée, l'arrivée à la maternelle est une épreuve pour l'enfant. Allez, bisous maman, bisous. À tout à l'heure. Je me suis levée à 5h30 bien avant parce que, même 4h du matin parce que l'angoisse de l'emmener à l'école dans ces conditions-là, alors qu'on devrait nous faciliter la tâche en fait. On devrait nous proposer des choses et mettre des choses en place et pas que nous, parents, on fasse tout seuls en fait. On fait tout seul. On est tout seul. À cause des horaires décalés, du handicap de Cameron et de l'attention qu'il nécessite, Magali a dû arrêter de travailler pour s'occuper de son fils à plein temps. Orthophoniste, psychomotricienne, hôpital de jour, les journées de Magali et Cameron sont de véritables marathons, sans compter l'immense énergie qu'elle dépense chaque jour pour faire accepter Cameron dans le système scolaire classique, pour faire en sorte que son fils soit considéré comme un enfant comme les autres. D'abord, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous donner la parole, Joseph Chovanec. On voit cette maman qui a de grandes difficultés, qui sont un peu seule, qui sont oubliées, et vous ouvrez la porte en quelque sorte de votre autisme. C'est quoi être autiste? Excusez-moi, c'est une question évidemment qui peut nous prendre quelques heures, mais comment vous définiriez ce que nous on nomme l'autisme? Je dirais que c'est une autre façon d'être au monde. Ça fait partie de du spectre des possibles humains, de la diversité humaine, de la biodiversité humaine peut-être. Et il y a donc des gens autistes, il y a des gens non autistes, comme il y a des Chinois, des Français, ou tout ce qu'on peut imaginer. Et heureusement d'ailleurs, si tout le monde était pareil, ce serait très triste à mourir. Nous. Vous êtes justement sur cette notion de différence, accepter la différence. Ségolène Neuville, je vous donne la parole parce qu'on va mettre les pieds dans le plat, le temps file à toute allure. Il y a un vrai débat en France sur le modèle français, le modèle des psychiatres, de la psychanalyse, qui ont mis et qui ont brisé une génération de mamans. J'ai travaillé il y a très longtemps sur cette question de l'autisme, et on disait aux mamans, mais c'est de votre faute, c'est vous qui finalement avez mal élevé votre enfant. On le voit à travers le téléfilm de France 2, on l'entend à travers des témoignages. Est-ce que ça, la ministre que vous êtes, vous en avez pleinement pris conscience? Et est-ce qu'on peut changer de modèle? Est-ce qu'on peut le dire ce soir sur un plateau de télé? Des psychanalystes ont brisé des vies, des mamans. Je crois qu'il n'est plus admissible, effectivement, qu'on culpabilise les mères qui déjà doivent faire énormément de choses pour leur enfant, les accompagner, les aider, affronter tout ce qu'il y a à affronter dans ce type de situation. Donc ça n'est pas admissible. Et moi je vais être très claire
sur la psychanalyse, parce que la psychanalyse pour les enfants autistes ne fait pas partie des méthodes recommandées par la Haute Autorité de Santé. C'est un peu comme si, d'un coup, on se remettait, comme les médecins de Molière, à reparler latin. C'est ça la psychanalyse pour les enfants autistes. Il faut en être conscient. Et donc, les recommandations de la Haute Autorité sont très claires. C'est les méthodes cognitivo-comportementales et surtout c'est des méthodes éducatives. Parce que j'entends souvent des gens parler de parcours de soins pour les enfants avec autisme. Oui, c'est compliqué. Mais ils n'ont pas besoin de parcours de soins. Comme l'a très bien dit Joseph Chovanec, vivre avec son autisme. Et donc ils ont besoin de méthodes éducatives pour pouvoir rentrer dans les apprentissages, pour apprendre à communiquer. Parce que que vous disent les mamans, les parents, tous, il faut leur apprendre à communiquer pour pouvoir ensuite faire toutes les choses de la vie normale. C'est la raison pour laquelle il faut former des professionnels en masse. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le plan autisme. C'est le plan autisme. Il faut aller sûrement plus loin, sûrement plus vite, parce que effectivement, quand on voit chaque famille individuellement, on a conscience de l'urgence. C'est très lourd. Il faut former l'ensemble des enseignants du milieu scolaire, mais aussi tous les éducateurs, tous les travailleurs sociaux. Et donc c'est ça qui est en train de se passer. C'est une vraie révolution, et ça a commencé avec la publication des recommandations en 2012. Les fameuses recommandations, on va en parler. Vous en pensez quoi, Gwendal Rouillard? Vous êtes coprésident de ce groupe autisme. C'est vrai qu'on a l'impression que, et on le lit dans plusieurs articles, la France est un peu au Moyen-Âge dans la façon dont elle aborde cette question. Parce qu'on n'ose pas dire maladie, on dit handicap. Et c'est vrai que si on catégorise dans la catégorie maladie, c'est vrai que les psychanalystes, vous voyez, c'est une maladie, donc il faut les mettre dans des centres spécialisés, quelques médicaments chimiques, et le tour est joué. Ça, c'était quand? C'était hier? C'est aujourd'hui? Ça existe encore? Aujourd'hui, nous parlons de troubles de socialisation et de communication. C'est joliment dit et ça correspond à la réalité. La vérité, c'est que la France a connu et connaît toujours un scandale. Scandale d'avoir fait croire aux familles que l'approche psychanalytique allait régler les problèmes des personnes avec autisme. Ça s'appelle un scandale. Et Florent Chapelle cite ce mot à juste titre dans son livre. Comment on sort du scandale? Par une prise de conscience, par expliquer la diversité des réalités des personnes avec autisme, par le soutien concret et quotidien aux familles. C'est très divers, c'est pas une maladie. Par ce changement de modèle. Et vous avez raison d'utiliser la formule. C'est une transition. Mais le vœu que nous formulons ici, c'est que la transition se fasse avec le soutien des gouvernements successifs. Moi, j'ai vu Roselyne Bachelot, Valérie Létard, Marie-Arlette Carlotti, évidemment Ségolène Neuville, des femmes politiques courageuses qui mènent ces batailles pour permettre enfin à la France d'être digne pour ses enfants. Parce que c'est ça le combat, c'est la dignité et l'autonomie des personnes avec autisme. Florent Chapelle, vous le vivez dans votre chair, votre fils Galad est autiste, et vous le racontez parce que c'est bien plus qu'un témoignage, ce livre, c'est une enquête fouillée avec des réflexions sur les causes de la maladie, en tout cas les pistes de réflexion. Comment vous regardez cette façon dont on a abordé l'autisme? Je le répète, c'est un mot valise l'autisme, parce que chaque enfant a sa particularité, a sa façon d'être, à sa pathologie. Comment vous regardez cette façon dont les psychanalystes ont abordé cette question et comment on a finalement modélisé quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui? En fait, on parlait de scandale sanitaire, oui, mais en fait, il y a une erreur médicale. C'est exactement comme si, depuis 50 ans, on soignait les personnes diabétiques avec de l'homéopathie. Ben non, c'est l'insuline. Vous êtes médecin, vous le savez, Madame la Ministre. Donc on n'a juste pas le bon traitement pour cette pathologie. Alors après, qu'est-ce que c'est que cette pathologie? Voilà, on va pas faire tout le sujet là-dessus parce que ça pourrait prendre des heures. Ce sont juste des symptômes. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que recouvre véritablement cette pathologie. En fait, pour expliquer simplement, il y a des bugs dans le cerveau de la personne. Alors des bugs qui peuvent faire des génies, mais qui malheureusement ne font pas que des génies. En regardant Joseph Chovanec. Oui, ça en fait beaucoup. D'ailleurs, parmi les génies, on en compte, des Einstein, des Glenn Gould, des Joseph Chovanec. Mais pas que. Il y a aussi 50% de non-verbaux et il y a des enfants très très handicapés parce que c'est un handicap. Des enfants murés même qui ne communiquent pas. Alors ils ont en fait une série de troubles. Il y a une partie du cerveau qui dysfonctionne. Il y a des problèmes de synapses, il y a des problèmes de peut-être d'hormones. Aujourd'hui on voit qu'il y a des problèmes de chlore. Bon, on est en train de découvrir. Mais c'est exactement comme le cancer. C'est embryonnaire en fait. Ouais. C'est exactement comme le cancer il y a 50 ans. Le cancer il y a 50 ans, il n'y a même pas de spécialité en cancérologie. On regardait ça comme ça. On disait il y a des choses, on observait. Aujourd'hui, on commence à rentrer. Demain, on pourra dire, vous avez un autisme de tel type, tel type, tel type. Ils pourront évoluer, parce que comme un cancer peut évoluer, bien sûr. Et puis, on pourra changer d'état, etc. Mais on pourra, à un moment donné, arriver à cartographier le cerveau de la personne et dire, voilà quel est l'autisme que vous avez, voilà quel est le type de prise en charge. Et d'ailleurs, on dira, il faut tant d'heures d'ABA, comme une prescription médicale. Et j'espère que d'ici là, ça sera remboursé par la Sécu. Il y aura tant d'heures d'ABA, tant d'heures de PEX, tant d'heures de Macaton, je ne sais quoi. Toutes ces méthodes. Ça, c'est les méthodes que vous nous citez, parce que vous êtes en plein dedans. Mais ceux qui nous regardent sont des méthodes. Les méthodes marchent. Mais elles sont totalement
totalement inaccessible. Et c'est ça le scandale. C'est déjà, donc il y a ce scandale de la définition. En janvier 2010, la Haute Autorité de Santé a tranché. C'est un trouble neurodéveloppemental, ce n'est plus un trouble de la relation mère-enfant. Ça y est, ça c'est clos. Normalement... Sauf qu'on a, une génération a été brisée, mais c'est clos. Mais à la limite, oui. mais à la limite, j'ai envie de dire que si aujourd'hui, ça serait atroce. Mais si aujourd'hui, tout le monde avait baissé les armes, que tous les médecins avaient dit, ok, on s'est trompé, on change. La Terre n'est pas plate, elle est ronde. Ok, on dirait ok. C'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une sorte d'amnistie, on avance. Franchement, on serait obligé. Parce qu'il y a trop de professionnels contre nous. Mais non. Ils ont, dans la presse, déclaré « Nous rentrons en résistance. Nous lutterons contre l'envahissement des méthodes éducatives. » Non mais, c'est comme si un diabétologue disait « Je lutterai contre l'arrivée de l'insuline sur le territoire. » Par tous les moyens. C'est quoi, c'est une résistance corporatiste? Et bien sûr, attendez, allez, je vais les traiter de secte. La psychanalyse, dans l'autisme, c'est une véritable secte. L'école de la cause freudienne, la frange lacanienne la plus dure, ne veut pas changer. Alors, ils ont appris ça il y a 50 ans, ils estiment que c'est formidable. Moi, je dis que quand on prend mal en charge quelqu'un, Madame la Ministre, si on utilise un mauvais traitement et qu'on le sait et que c'est prouvé scientifiquement, la personne peut être attaquée. C'est exactement la raison pour laquelle... Vous êtes médecin par ailleurs, hein, je précise que... Exactement la raison pour laquelle nous lançons avec Marisol Touraine des inspections, un programme d'inspection dans l'ensemble des structures de pédopsychiatrie, justement pour aller vérifier que les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont respectées partout. Je ne peux pas vous laisser dire non plus que rien n'est pris en charge sur le plan financier, parce qu'il y a quand même des services éducatifs de soins spécialisés à domicile qui accompagnent les enfants au quotidien, des milliers de places dans toute la France. Même si c'est insuffisant, il y en a des milliers de places et il y en a un certain nombre. Il y a 25 millions qui sont prévus dans le plan autisme, dans le 3e plan autisme, pour continuer à en ouvrir d'autres. Évidemment qu'il faut en ouvrir encore plus, et c'est bien ma priorité, parce que moi je défendrai toujours que les enfants avec autisme, et ensuite j'espère qu'on parlera des adultes, eh bien les enfants avec autisme, leur place est à l'école, avec les autres enfants, c'est important. Mais avec des professionnels pas dans des centres qui les accompagnent. Parce que mélanger les enfants, c'est bon pour les enfants avec autisme, parce que eux, ils vont rentrer dans les apprentissages, ils vont pouvoir apprendre les choses, mais c'est bon aussi pour les autres enfants. Parce que tous, autant que nous sommes adultes, nous avons des préjugés, parce que nous n'avons pas été habitués à être mélangés avec des gens qui sont différents, avec des enfants différents, des enfants avec handicap. Les gamins, quand ils sont à la maternelle, ils n'ont pas ces préjugés. Si vous les mélangez d'emblée, ben, quand ils seront adultes, eh bien, eux, ils n'auront pas tous ces préjugés-là, ils trouveront ça normal. Joseph Chovanec, écoutez, c'est très court, c'est une maman qui témoignait sur Europe 1. Vous allez l'écouter et vous allez peut-être réagir juste après, parce que justement, elle est exactement sur votre ligne, mais elle est un peu à bout de souffle financièrement. Écoutez-la. Il n'y a que 20% d'enfants qui sont scolarisés. La prise en charge coûte à peu près, une fois que la MDPH nous donne notre allocation, coûte 3 000 € par mois. Qui, aujourd'hui, peut payer ce tarif? Il y a une inégalité sociale incroyable. Alors il y a des parents qui sont aisés, qui peuvent payer cette prise en charge, et leurs enfants arrivent à pas guérir de l'autisme, mais en tout cas à s'améliorer, à pouvoir aller à l'école, à devenir autonome. Mais nos enfants, les familles précaires, les classes moyennes, on ne peut plus payer. Voilà, il y a un problème de coût, je vous donnerai la parole dans quelques instants, mais Joseph Chovanec, j'ai lu quand même dans le livre Autisme, la grande enquête, parce que vous consacrez plusieurs pages passionnantes sur Joseph Chovanec, sur sa difficulté, et vous allez pouvoir nous le dire, à intégrer la société. Hein. Vous racontez la difficulté que vous avez évidemment dans des entretiens d'embauche, où vous dites il faut avoir des codes, il faut regarder les gens dans les yeux, il faut avoir une voix normale, moi je regarde mes chaussures, je suis omnibulé et je n'aime pas le rouge. Tout ça est difficile. Comment on trouve sa place dans la société? Est-ce que ce que dit cette maman qui dit les classes moyennes ont de plus en plus de mal à pouvoir faire vivre leurs enfants, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'elle dit? Absolument. Et là, ça, c'est la situation de tant de familles. Hein. L'autisme, ce n'est pas un problème de niche. Hein. C'est un problème majeur, une question majeure de société. Alors, bien sûr, il y a telle ou telle synapse. À la rigueur, peu importe d'un certain aspect. Ce qui est véritablement important, c'est que la personne avec autisme ait sa place en société. À l'école, tout d'abord, puis plus tard, dans l'emploi. Hein. Et vous avez fait Sciences Po, hein, vous le racontez à travers une petite interview dans le Figaro. Vous avez regardé ça de très loin. Hein. Mais voyez, j'ai eu de la chance. Hein.
fois, dans toute roulette russe, il y a des survivants. Je fais partie par chance des survivants, mais il ne faut pas que ce soit une chance. Il faut que ce soit le cas normal, je dirais. Il faut qu'il soit normal que les personnes autistes aillent à l'école. Il faut qu'il soit normal que les personnes autistes aient un emploi. Mais vous avez subi, vous, ce qu'on entend dans plusieurs reportages, et notamment ce téléfilm aussi, la difficulté de s'intégrer dans la cour d'école. Vous avez subi ça, cette difficulté aussi à trouver sa place? Oui, j'ai connu la camisole chimique pendant des années. Mes premiers amis à l'école, je les ai eus vers 25 ou 26 ans, vous voyez. Donc, grande solitude. Beaucoup de difficultés, mais liées non pas à l'autisme, liées à la méconnaissance de l'autisme. Il ne faut pas se tromper de causes et de conséquences. Juste un mot, parce que ceux qui nous regardent et qui ne sont pas confrontés directement à cette difficulté, la camisole chimique, Ségolène Neuville, c'est quoi? Parce qu'on le lit beaucoup dans les articles, c'est des cocktails de médicaments, on drogue les enfants. Excusez-moi d'utiliser ces mots, mais c'est quoi? Écoutez, je crois qu'il vaudrait mieux, pour répondre à cette question, avoir un spécialiste de la question sur le plateau, c'est-à-dire un médecin spécialisé sur ces questions-là. Mais en gros, ça veut dire je crois que Joseph Chovanec est très bien indiqué pour répondre à cette question, parce qu'il le décrit très bien dans un de ses livres. C'est des médicaments qui peuvent être donnés pour l'angoisse, pour un certain nombre de symptômes psychiatrique, mais je crois encore une fois que Joseph Chovanec... Vous y avez échappé ou vous avez été dans l'obligation de prendre ces médicaments? Pendant 5 ans, un peu plus même. Pour dire en une phrase très simple, quand vous êtes soumis à un traitement qui vous fait dormir 23h30 par jour, votre socialisation sera plus que difficile. Il est absurde dans ce cas de figure-là de prétendre qu'un médicament qui vous fait dormir autant ou qui produit toutes sortes de troubles secondaires aide à la socialisation de la personne. C'est aberrant. Non, la solution, c'est l'apprentissage des compétences sociales et la préparation de la société pour qu'elle puisse accueillir toutes les personnes. Et d'ailleurs, les pays dont les écoles sont les plus performantes dans les classements internationaux sont les pays dont les écoles sont les plus inclusives et qui savent le mieux accueillir tous les enfants. C'est très important. La diversité. Tous les deux, évidemment, Gwendal Rouillard, mais Florent Chapelle, cette question du coût. On va parler de la camisole chimique, mais cette question du coût. On voit quand même une femme qui dirige une association qui est SOS Autisme et qui dit, là, moi, je suis en bout de course. J'ai pas d'argent. Je ne peux pas subvenir aux besoins que nécessite mon fils. Je réponds non. Alors, en fait, le coût, c'est assez simple. L'argent est là. Moi, souvent, l'argent est là. Elle est où? L'argent, il est dans le sanitaire. Et un mot sur le sanitaire, parce que souvent, on dit, vous êtes en guerre contre les psys. On n'est pas en guerre contre les psychiatres. Ils sont très respectables, ni contre les psychologues, tout va bien. Non, c'est les psychanalystes. Psychanalyse. Et ça, pour le coup, ça pose problème. Après, on peut faire de la psychanalyse dans ce qu'on veut. Vous avez le droit, Madame la Ministre, si vous voulez faire de la psychanalyse, mais pas pour les personnes autistes et une thérapie du verbe pour des personnes non verbales, c'est quand même... Tu le racontes d'ailleurs, c'est très rigolo, Joseph. Tu dis, on m'a assis et on a attendu que je leur parle. Et puisqu'on m'avait pas donné l'instruction de leur parler, ils ont attendu longtemps, je leur ai pas parlé. Bon, voilà. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Excuse-moi de revenir sur la question du coût. Alors, les familles qui disent aujourd'hui, moi, je peine financièrement. Alors, je vous explique en 2 mots. J'ai vu que Madame Catan l'a expliqué, mais je vais affiner en 30 secondes. 3 000 euros par mois. En fait, il y a 800 euros grosso modo de la MDPH. Ça peut aller moins ou plus, mais globalement, si votre enfant est autiste, vous avez un complément 5. Ce sont des détails, mais voilà. Vous avez 800 euros. En plus, vous avez une déduction fiscale. Si vous avez de la chance de payer des impôts, vous pouvez avoir aussi 5, 7, 800 euros de réduction d'impôts. Et au final, reste à charge 1500 si vous faites 35 heures par semaine. C'est vraiment 1500 euros qui restent à la famille. Mais 1500 euros par an pendant 10 ans, c'est insupportable pour une famille moyenne. Donc je pondère un tout petit peu ce qu'elle dit, c'est pas tout à fait 3000, mais peu importe, de toute façon que ce soit 1000 ou 3000, le reste à charge est trop important. Alors maintenant il faut comprendre une chose. 300 000 euros sur 10 ans, c'est le coût à payer pour qu'un enfant, je dis pas s'en sorte, mais progresse énormément, en tout cas le plus possible. Par contre, si vous ne faites rien, ça donne un enfant qui va à un hôpital psychiatrique, qui va régresser, qui lui coûte entre 400 et 1000 euros par jour. Et on avait fait une petite étude à l'époque, on avait modélisé cela avec un cabinet d'études, et on avait vu que ça pouvait coûter jusqu'à 8 millions d'euros pour une personne non prise en charge. Donc la prise en charge, donc c'est pas un bon calcul. Oui. Mais non, et le Québec a fait un super dossier là-dessus, un super rapport parlementaire, où ils ont dit il vaut mieux payer maintenant que payer beaucoup demain. Vraiment, il faut se dépêcher d'investir. Et l'argent, là, il suffit d'enlever
comme dans certains départements ça commence à se faire, l'argent du sanitaire pour le basculer sur l'éducatif et le médico-social. Rosal Rouillard, vous en pensez quoi? Ce groupe d'études travaille, fait des propositions, réfléchit. La question du coût pour les familles, est-ce qu'il est possible, dans une période de disette budgétaire, de pouvoir évidemment aider un peu plus ces familles qui peinent? On vient de l'entendre. Pour compléter le propos, la première clé, c'est d'abord d'avoir des équipes pluridisciplinaires d'accompagnement. Si on veut permettre aux parents de travailler, de continuer à avoir des revenus, oui. Encore faut-il avoir des stratégies et des équipes d'accompagnement. Et pour ça, avec le gouvernement, avec les familles, on fait en sorte d'avoir des enseignants formés, on a encore bien du travail, d'avoir des éducatrices et des éducateurs formés, on a encore du travail, d'avoir des psychomotriciennes. Les AVS aussi, tous ceux qui sont bien sûr, mais au-delà des AVS, l'ensemble des professionnels formés, ça c'est un défi pour notre pays, c'est ce que Ségolène Neuville disait tout à l'heure. Et c'est fondamental, je vous donne un exemple local. À Pleumeur, au Pays de Lorient, nous avons une école, l'école Jacques Prévert, où nous avons, Ségolène Neuville est d'ailleurs venue rencontrer cette classe, et les personnels, nous avons dans la même classe à la fois des personnels de l'éducation nationale, et en même temps des personnels de l'IME de Kerdiret, de l'association ADAPEI. Ça veut dire que des enseignants et des éducatrices travaillent ensemble le jour, mais aussi avec des stratégies d'accompagnement à domicile. Voilà la qualité d'un travail vers quoi on doit tendre. Des équipes pluridisciplinaires, et il faut mettre le paquet sur ce sujet en particulier. Et deuxième volet, je me permets d'insister, je reçois comme tous mes collègues chaque semaine les familles. C'est les parcours du combattant, avec des situations dramatiques. Pour trouver l'école. Pour trouver l'école, mais non. Je parle de la situation morale des parents et des familles. C'est l'isolement. Fatigue physique, psychologique. Les mots de suicide sont utilisés régulièrement par les parents. C'est ça la réalité quand on les reçoit chaque semaine dans nos permanences. Donc, une des batailles que nous menons, c'est la suivante, c'est ce que je disais. Plus les accompagnements sont pertinents auprès des familles pour les personnes avec autisme, le père et la mère peuvent... On permet au père et à la mère de pouvoir travailler, en tout cas d'exercer une activité, de s'oxygéner, d'être reconnu socialement et de pouvoir autant que possible avoir des revenus. Ça répond en partie à la question financière, même si j'entends bien, ça ne règle pas tout. Ségolène Neuville, vous en pensez quoi de cette question de ce que dit Il y a plusieurs aspects dans l'accompagnement des enfants. Il y a que les riches qui vont pouvoir finalement faire sortir l'accompagnement des enfants. Vous n'avez pas deux enfants qui sont pareils. Deux enfants n'auront pas les mêmes besoins. Donc quand on parle de la scolarisation, de l'accompagnement à l'école, par exemple, il y a divers sujets. Il y a des enfants qui vont avoir un ou une auxiliaire de vie scolaire. Des auxiliaires de vie scolaire, en France, il y en a 80 000. Mais ça, c'est des enfants qui n'auront pas besoin d'un accompagnement intensif. Parce que les auxiliaires de vie scolaire ne sont pas forcément formés à l'autisme, même si nous venons de créer un diplôme d'État, justement, pour les AVS qui n'existaient pas auparavant et qu'ils vont pouvoir faire à partir du mois de septembre. Mais il y a des autistes sévères. Deuxième sorte de dispositif, il y a un accompagnement qu'on appelle médico-social. Et donc là, c'est des services spécialisés avec psychologues, éducateurs, psychomotriciens, orthophonistes, tous ces gens-là formés aux recommandations, évidemment. Ça peut être soit parce qu'ils sont en établissement, mais on transfère les classes au sein de l'école, et ça c'est ce que citait Gwendal Rouillard, soit ça peut être des services qui accompagnent. Ça, le nombre de places en France, tout handicap confondu, c'est 150 000, et il y en a à peu près 10% qui pour l'instant sont dédiés à l'autisme, et c'est ça que nous augmentons avec le plan autisme. Nous ouvrons des nouvelles places, mais aussi dans les places qui existent, il y en a qui se spécialisent en autisme, parce qu'elles recevaient des enfants autistes, mais elles n'étaient pas spécialisées. Et après, il y a la question très spécifique qu'évoquait cette mère de famille et qu'évoquait Florent Chapelle, qui est la question de le reste à charge pour les parents quand ils ont recours à des professionnels libéraux qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Là, c'est un coût. Les psychologues, les éducateurs, puisque c'est pas des professionnels de santé, etc. Donc ça fait 1 an qu'on travaille avec les associations sur ce sujet-là pour résoudre ce problème-là, et nous avons trouvé une solution qui est simple, qui est celle d'ouvrir dans chaque territoire des plateformes où des professionnels libéraux pourront venir faire des vacations pris en charge par la sécurité sociale, et les familles pourront avoir accès à ces professionnels et alléger de fardeau parfois très difficile pour la famille. Mais ça sera encadré, si vous voulez. C'est pas, on rembourse pas comme ça n'importe quel professionnel sans avoir regardé ce qu'il fait, puisque ce sont des plateformes avec un cahier des charges, et on est sûr que les recommandations sont respectées, parce qu'il s'agit pas de repartir dans d'autres dérives. Je laisse avec juste vos parents, parce que c'est important. On parle de votre intégration. J'ai dit que vous aviez fait Sciences Po, vous parliez de la camisole chimique. Vos parents sont beaucoup investis. Eux aussi étaient comme cette maman, cette mère de famille dans le reportage de Marie Labatte, qui a dû arrêter son boulot pour pouvoir s'occuper à plein temps de son fils.
Ah, mes parents ont beaucoup fait, ma sœur a beaucoup fait. Mais en plus de ça, vous savez, je suis fils d'émigrés politiques. Aujourd'hui, on dirait de migrants dans la nouvelle terminologie. Mais mes parents étaient des gens éduqués, obstinés au bon sens du terme, et c'est nécessaire. On a besoin des parents comme cela. Et je crois que c'est véritablement des parents qui ne se laissent pas culpabiliser, qui savent imposer la présence de l'enfant à l'école et plus tard dans la vie. C'est grâce à ces parents-là qu'on a finalement tout ce qu'on a dans l'autisme. Vous voyez, c'est un long combat des familles, des associations. Un mot avant de découvrir la question posée par Daniel Fasquelle, qui co-préside avec vous ce groupe d'études. Juste un petit mot, le vrai danger pour les enfants autistes, c'est quoi? C'est la discrimination, c'est l'isolement, c'est le fait qu'ils ne puissent pas progresser. On entend que l'intégration en classe, dans la vie scolaire, c'est vital et utile. Le danger aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont quoi? Qui sont laissés sur le bord de la route, qui sont isolés, qui sont dans des centres spécialisés, et qui végètent finalement. Bon, je vais pas parler donc de parcours de soins, je suis d'accord avec vous, mais de parcours malgré tout. Hein. L'enfant est né, il a besoin d'être dépisté avant 3 ans. Là, il y a un débat sur le dépistage que vous lancez d'ailleurs. Hein, un vrai problème de diagnostic. De diagnostic. C'est pour ça que c'est une priorité du plan autisme. Voilà, c'est un diagnostic très mal. Très mal. Et un peu trop tard. Oui, mais pardon de revenir sur la psychanalyse, mais l'école de la cause freudienne parle de nihilisme diagnostique. Ils disent qu'il ne faut pas poser le diagnostic pour pas enfermer l'enfant de le diagnostic. Oui. Je rappelle la loi Bertrand de 2002, Kouchner de 2002, oui, qui disait obligation de dépistage, on doit donner. Et d'ailleurs aujourd'hui les gens qui ont un dépistage même tardif disent mais quel soulagement quand on sait qu'on est autiste, on sait quoi faire. D'abord on comprend mieux ce qu'on a. Ça libère en quelque sorte. Non mais c'est mal diagnostiqué parce que c'est pas connu en fait, y compris par les médecins généralistes, par l'ensemble des médecins. Moi j'ai fait mes études de médecine il y a 20 ans, 25 ans. On apprenait très peu ce que c'était que l'autisme, il y avait peut-être 5 minutes. Aux États-Unis. Et voilà, on survole et on passe à autre chose. Et donc c'est très mal, très mal enseigné dans toutes les professions qui permettrait en fait de pouvoir avoir une alerte. Je vais dire deux choses. Chapelle et Gwendal Rouillard. Je vais dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a un vrai problème sur les programmes. Il faut absolument qu'aujourd'hui, dans des universités de médecine, c'est sur quoi nous travaillons avec Thierry Mandon actuellement. Et ça, il faut absolument qu'on arrête. Et on a fait changer la formation continue des médecins via ce qu'on appelle le DPC. Et la formation initiale, c'est ce que l'on est en train de travailler. Parce que les médecins, avec le c'est vital. Je fais attention, j'ai un médecin sur le plateau, mais les médecins parfois commettent le mauvais diagnostic, se trompent, savent pas. Je vais pas trop charger la barque parce que la vérité, vous les avez vus ces médecins, vous aussi? Ah ouais, non, je les ai vus, ils savaient rien. Moi, mon enfant avait tous les signes et pourtant il me disait, vous inquiétez pas, ça va venir. Soyez patient. J'ai perdu un temps fou, j'ai perdu des mois précieux et puis surtout beaucoup d'angoisse, voilà. Évidemment. Mais je pense pas que 100% des médecins soient maltraitants. Il y a 10% de qui savent, qui aujourd'hui sont les équipes de Debré, de Tours. Il y a des équipes super. Vraiment, il y a pas partout. Et pas partout. Et puis il y a vraiment certains, à qui on devrait enlever leur diplôme. Et puis au milieu, il y a plein d'incompétents. Il y a plein de gens qui savent pas, qui savent tout simplement. De bonne volonté, mais ils ne savent pas. Mais oui, la vérité, c'est que en bas, sur le terrain, il y a plein de gens qui savent pas vraiment. Et c'est ça. Là, il faut former. Gwendal Rouillard, sur la détection, et on va écouter comme la question posée sur un point précis qui est le packing. Et j'aimerais qu'on en parle. C'est un mot anglais, mais qui est extrêmement simple à expliquer quand on va le raconter. Et effectivement, ça suscite un vrai débat parce que c'est, dit-on, une des pistes possibles pour apaiser l'enfant. Les médecins, vous pensez qu'aujourd'hui, il faut revoir aussi la façon dont le médecin va appréhender la famille, appréhender la pathologie, la vie de l'enfant. C'est un vrai sujet, ça, quand même. Alors non seulement c'est un sujet, mais c'est un chantier que nous menons ensemble. Chantier ouvert, donc. C'est 3 lettres, CRA, Centre, Ressources, Autisme. Le plan autisme prévoit la mise en place, parfois la réorganisation, de ce qu'on appelle les centres ressources autisme. En clair, les équipes médicales particulières qui sont normalement en capacité de poser les diagnostics, les mots, les évaluations et de participer à déterminer les stratégies d'accompagnement. Si je prends l'exemple de ma région, la Bretagne, nous sortons d'un CRA version approche psychanalytique. On s'est battu, si je puis dire, pour un changement d'équipe, c'est peu de le dire, donc je continue la guerre de tranchées. Difficile de faire partir, c'est ça la difficulté. Je continue la guerre de tranchées, mais grâce au soutien de notre ministre et de son cabinet, les équipes du CRA changent. Et je leur tire un grand coup de chapeau parce qu'on a beaucoup de professionnels qui se bougent. Et moi, je veux tenir un discours positif vis-à-vis de ces professionnels qui s'impliquent pour faire en sorte, pour être précis et concret, qu'à Brest, Rennes, Saint-Brieuc, Vannes, Quimper, Lorient, nous puissions accueillir les familles dignement dans les structures adéquates qui sont reliées d'une manière ou d'une autre au CRA. Par exemple, ce qu'on appelle les centres CAMS,
Voilà des beaux sujets pour nous, mais ça c'est concret, c'est notre Gwendal quotidien. Rouillard, et avec une méthodologie et des possibilités comportementales, non plus psychanalytiques. Des personnels formés, mais pour vous donner un exemple jusqu'au bout, au moment même où nous parlons, je lance un appel sur ce plateau. Le CRA Bretagne cherche un médecin compétent, coordonnateur, entre guillemets, mener à bien la nouvelle gouvernance du CRA concerné, et on ne trouve pas. Donc je lance un appel sur ce plateau, Après, et ça vaut il faut quand même dire dans bien des régions en France, même si on progresse. L'appel est lancé. Il faut pas. Enfin, il y a beaucoup de professionnels qui ne demandent qu'une chose, c'est se former justement aux nouvelles connaissances. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important que ces formations se démultiplient. C'est bien ce qu'on organise. Et que vous en parliez aussi. Avec les centres de ressources autisme. Non, mais un professionnel sait qu'il y a en général des nouvelles méthodes, mais ce qu'il y a, c'est que c'est quand même des méthodes qui demandent des formations assez complexes, assez longues, et même pour le diagnostic, c'est pas un diagnostic qu'on fait en 5 minutes sur un coin de table. C'est un diagnostic qui peut prendre des jours et des jours avec plusieurs professions concernées. C'est pas le médecin tout seul. Il va y avoir le psychologue, il va y avoir le psychomotricien, il va y avoir l'ergothérapeute. Et donc ça prend du temps, ça demande du temps et des professionnels extrêmement formés. Et pour l'immense majorité d'entre eux, tous ces professionnels-là, y compris les psychiatres, ils sont dans cette démarche-là d'aller de l'avant. Alors vous avez été interpellé, je l'évoquais tout à l'heure, mercredi, il y a 3 jours, par Daniel Fasquelle qui vous interpelle justement. Alors on a évidemment un petit peu coupé la question sur cette méthode si particulière et si contestée. Écoutez. Quand allez-vous enfin fermer les établissements maltraitants et interdire les formations non conformes qui sont encore aujourd'hui imposées dans nombre d'établissements en France? Quand allez-vous enfin interdire le packing, une pratique moyenâgeuse? Notre pays devrait avoir honte. En conclusion, Monsieur le Premier ministre, quand la France pourra-t-elle être fière de s'associer enfin à la Journée mondiale de l'autisme? C'est ce gouvernement qui a décidé d'organiser des inspections dans les hôpitaux de jour de pédopsychiatrie pour vérifier la mise en œuvre justement des recommandations de la Haute Autorité de Santé dans ces hôpitaux de jour. Et bien entendu, le packing est concerné par ces inspections parce que le packing est une méthode qui n'est absolument pas recommandée. Et sur le packing, je veux être très claire, monsieur le député, parce que la position de ce gouvernement, c'est exactement la position de la Haute Autorité de Santé, c'est exactement la position de l'ONU, et des mesures seront prises prochainement. Alors, on n'a pas le temps dans les salles des 4 colonnes, donc lors des QAG, mais le packing, je suis allé voir des photos, j'ai lu Lausanne a lancé un colloque sur ce packing. C'est un enroulage dans un drap mouillé froid d'un enfant. Ça peut durer une demi-heure, 1 heure. C'est en présence d'un soignant, d'un psychologue, plusieurs. Et vous y êtes opposé. Certains experts disent que c'est un moment et un moyen d'apaiser l'enfant lorsqu'il est en crise, lorsqu'il a... Pourquoi cette méthode est contestée et pourquoi vous la contestez? Mais très clairement, c'est de la maltraitance. Vous avez envie, vous, qu'on vous enroule dans un drap humide et froid? Non. Et donc, c'est clairement de la maltraitance. Et c'est d'ailleurs ce que disent les Nations Unies. Et donc, clairement, cette méthode doit cesser si elle a encore lieu dans des établissements. Et donc, il y a des inspections qui sont lancées pour justement aller dans tous les établissements. Le packing fait partie, effectivement, des méthodes qui doivent être radiées. Mais je le dis très clairement, nous irons jusqu'au bout pour qu'il n'y ait plus un seul endroit en France où cette méthode ça se pratique aujourd'hui, soit utilisée. Bien sûr. Alors, je ne peux pas vous dire, j'ai pas de preuves. Oui. La seule façon dont ça se pratique officiellement, c'est il y a eu un essai clinique qui a été lancé justement pour parce que comme quand il y a des médecins qui disent que ça peut être utile, l'idée normalement c'est de faire un essai clinique, on compare, on regarde si c'est efficace, etc. Donc il y a un essai clinique qui est en cours, mais dont les résultats tardent à sortir. Mais de toutes les façons, moi je suis sur la ligne des Nations Unies, c'est de la maltraitance et nous irons au bout pour l'interdire. Joseph Sauvanec, juste, je vous donne la parole, parce que n'hésitez pas à la prendre si vous le souhaitez. Vous disiez oui, ça se pratique. Vous avez, vous eu aussi, à subir cette méthode thérapeutique, si on peut l'appeler comme ça? Malheureusement, comme je fais vaguement office de saltimbanque dans l'autisme, je visite presque au quotidien toutes sortes d'établissements de France et de Navarre. Et ce qu'on voit parfois n'est pas joli du tout, du tout. Si j'avais une caméra cachée, je n'en ai pas, mais si j'avais une caméra cachée, si je vous montrais certaines vous avez images... vos yeux? Vous
Vous avez vu quoi? Croiriez qu'il s'agit de Fleury-Mérogis ou d'autres institutions. C'est véritablement, il y a des maltraitances à toutes sortes de niveaux et surtout, je dirais, cette mort lente. Lorsque vous mettez les gens au fond du bois, loin des yeux, loin du cœur, comme on dit, c'est tout l'inverse du projet d'inclusion que l'on essaye de mener à bien. C'est terrible ce que vous dites. Vous n'avez pas de caméra, vous avez vos yeux. C'est une forme de maltraitance par l'oubli, par l'isolement dans une chambre. Certains soirs, c'est très dur quand on sort de ce genre d'endroit et toutes les images qui vous trottent dans la tête. Vous dites pourquoi lui, il est là et pourquoi pas moi. Et ça aurait pu être l'inverse. C'est très dur. Hein. Et vous le dénoncez ce soir sur le plateau. Les chiffres en plus sont éloquents. Hein. C'est pas une ou deux personnes qui souffrent d'isolement, mais c'est toujours la même raison. Ça veut dire que quand vous ne faites pas le diagnostic, quand vous ne donnez pas l'accompagnement adapté, quand vous n'incluez pas à l'école, quand vous ne faites rien, qu'est-ce qui se passe? C'est forcément le mur. C'est-à-dire vous finissez forcément enfermé. Et donc c'est la chimie chimique, et donc c'est la torture. Galade est scolarisé. Vous disiez en préparant l'émission que vous mettiez 4 heures. Il y a eu une période où vous aviez 4 heures de trajet pour emmener votre enfant à l'école. Vous avez fait comment pour avoir une vie professionnelle? On se lève tôt. Vous leviez très tôt. On se lève tôt. Et vous avez on s'organise. Non mais on est obligé. Mais ce qui est super, c'est de voir son enfant progresser. Donc moi je suis un rescapé. Vous parlez de roulette russe. Moi je suis un rescapé. Mais c'est surtout quand je vois les familles qui n'y arrivent pas, qui craquent, qui suicident, divorcent. Il y a 2 ans sur Europe 1, il y avait une femme qui expliquait comment chez elle recevait des hommes et qu'elle se prostituait pour payer l'éducateur de son enfant. Et ce jour-là, je me suis dit, le combat, on peut pas l'arrêter. Et aujourd'hui, il y a une génération de parents, là, il y en a plein qui sont battus ces 30 dernières années, mais là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, grâce au travail de la ministre, grâce au travail des parlementaires, c'est en train de changer. Il nous reste 3 minutes, j'en suis désolé, parce que je serais resté avec vous encore plusieurs heures pour approfondir cette question. Les méthodes thérapeutiques. On a bien compris que la psychanalyse aujourd'hui n'était pas la bonne méthode, que c'était une voie sans issue. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui à ces jeunes enfants, à ces adolescents, pour justement progresser, pour sortir de l'autisme, ou en tout cas vivre avec? Moi, je dis juste 2 choses. Sur le packing, avec Daniel Fasquelle, en février 2012, nous avions déjà déposé une proposition de loi à l'Assemblée pour l'interdiction du packing. Alors, on a des grands savants qui nous expliquent que juridiquement, c'est pas possible. On a posé un acte politique et on est prêt à le refaire pour soutenir l'action de notre ministre. Et on ira avec Daniel Fasquelle, avec notre ministre, jusqu'au bout. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, je termine sur un message d'espoir et positif. Comme nous tous ici, j'ai visité beaucoup de structures et rencontré beaucoup d'enfants et d'adultes, mais surtout des enfants. Beaucoup de progrès réalisés quand les méthodes d'accompagnement sont là, quand les professionnels sont investis. Des familles qui retrouvent le sourire, des enfants qui deviennent autonomes, qui se construisent avec des parcours de vie exceptionnels pour Joseph comme pour bien d'autres, quelle que soit leur capacité. En France, en Belgique, bien sûr, on le voit, mais aussi en France. Et donc voilà, moi je termine par un mot d'espoir, et un mot positif, et un mot souriant pour les familles. Quand on s'implique tous ensemble, c'est vraiment possible. La preuve, Joseph est un bel exemple, mais on a beaucoup d'exemples d'enfants en France. Le gouvernement et le tissu associatif, pour conclure, Ségolène Neuville, les opportunités thérapeutiques, comportementales, il y a des choses aujourd'hui qui permettent effectivement de faire sortir un enfant ou lui permettre de vivre avec l'autisme. Mais quand on voit les enfants qui sont dans les unités d'enseignement maternel, c'est des enfants qui parlent pas, on dit non-verbaux, et en quelques mois, vous les voyez qui apprennent à parler, qui apprennent à interagir avec les enseignants, avec les éducateurs, parce qu'en fait, on leur apprend par d'autres moyens que les moyens classiques. Ils ont trouvé la clé. Voilà, c'est ça. Avec des images, avec différentes méthodes, on leur apprend à communiquer. Et à partir du moment où ils arrivent à communiquer, mais si vous voulez, il y a beaucoup de problèmes qui sont résolus. Ne serait-ce que regardez, il y a beaucoup d'enfants, par exemple, ils ont des otites, ils ont d'autres problèmes de santé comme ça. Sauf que quand ils ont des troubles du spectre autistique, ils savent pas dire où est-ce qu'ils ont mal. Et donc, du coup, on dit, ils ont une crise. Mais non, ils ont pas une crise, ils ont juste mal en fait. Et donc, il y a toute une série de choses comme ça qu'il faut arriver à résoudre. Et avec ces méthodes-là, on y arrive. Je voudrais, avant de vous quitter, de vous présenter ce clip. Alors, c'est pas le clip, vous y tenez beaucoup. C'est un clip qui a été fait avec le gouvernement, par le gouvernement, mais avec le tissu associatif, évidemment, pour lutter. Ça va intéresser Joseph Chovanec contre les préjugés. C'est pour ça d'ailleurs que j'arbore ce petit badge. Regardez ce clip. Il est diffusé évidemment sur les chaînes de télévision. C'est aussi l'occasion, de regarder ces personnes autistes en face, sans aucun préjugé. Regardez, puis je vous salue juste après. Ça va, chérie. Elliot, ça va. On va le retrouver. Tout va bien. Elliot, chérie, tout va bien. Chérie. Non, Elliot.
Allez, vous continuez. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour. Ça se passe bien? Oui, oui, très bien. Allez, viens. Et on se gonfle. Je vois pas, il est pas là. Merci à tous d'être venus, merci aux comédiens et merci au petit garçon qui nous a raconté cette histoire et nous a guidés dans la mise en scène. Elliot. Une personne sur 100 est atteinte d'autisme. Ne laissez pas les préjugés parler à leur place. Voilà cette campagne qui est diffusée sur les chaînes de télévision. Je vous remercie pour ce débat passionnant. Ségolène Neuville, vous êtes la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et de la lutte contre la discrimination. Et puis il y a cette campagne, il y a le travail que vous menez et il y a ce plan autisme qui va être lancé. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à Gwendal Rouillard, députée socialiste. Et vous êtes le coprésident de ce groupe d'études. Avec Daniel Fasquelle. Avec Daniel Fasquelle. Je voulais d'ailleurs montrer cette question vraiment aussi pour montrer le travail qu'il menait. Florent Chapelle, je suis très en retard. Vous êtes, vous, le porte-parole de cette association et vous sortez ce livre. Il est sorti il y a quelques jours. Autisme, la grande enquête. On y apprend plein de choses aussi sur voilà, aux arènes. On n'oublie pas l'éditeur et sur les causes de cette maladie parce que ça c'est un sujet dont on pourra consacrer une émission. Joseph Chovanec, j'ai été ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes le saltimbanque de l'autisme comme vous vous présentez. Voyage en autistan, il sort dans 3 jours. Ce sont vos chroniques qui s'appellent Carnet du monde et c'est sorti chez Plomb avec Europe 1. Merci à vous 4. Merci à tous ceux qui nous regardent chaque semaine. Merci à Wassila Wali. Merci à Soisic Bonvarlet, à Laurent Charbonnier qui m'aide à préparer l'émission. Je ne veux pas les oublier. Merci à tous. Bon week-end et on se retrouve lundi, bien entendu. Bonne soirée, bon week-end.